Je voudrais, Gérard Philot, je vous faire entendre quelqu'un, parce qu'on dit, voilà, la propagande, les échos, Macron, etc. C'est une bataille idéologique Il y a une avec bataille des conséquences idéologique. économiques. Alors, je voudrais vous faire entendre quelqu'un qui est favorable au CPA et qui n'est ni journaliste aux échos, ni Macron, etc. Il s'agit de Julien Bayou. Alors, Julien Bayou a été le fondateur d'un mouvement qui s'appelait Génération Précaire, il y a une dizaine d'années, que vous connaissez bien. Écoutez ce qu'il disait sur l'idée de CPA. Sur France 2 le 5 mars dernier. Il y a des choses bien dans la loi travail? Oui, le compte personnel activité, ouais, le CPA, pour moi, c'est la première pierre vers une nouvelle protection sociale individuelle. C'est-à-dire, en gros, quel que soit le statut, là, il y a peut-être un éclairagiste, il est en intermittence, et moi, je suis en CDD ou en CDI. En fait, on devrait avoir les mêmes droits et la même confiance dans l'avenir. Alors, comment vous expliquez que quelqu'un qui a été le porte-parole, créateur, fondateur de Génération Précaire défende cette idée de CPA? Il est gagné par la propagande macronienne. Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois qu'il y a un malentendu. Parce que, qu'est-ce que c'est le CPA? C'est pas un droit, c'est un compte. Un compte qui recense les droits. Non. On va compter. Qui regroupe les droits. Non. On va compter les droits, les droits déchargeables au chômage. On va compter les points pénibilité. On va compter les jours épargne-temps. On va compter éventuellement les jours de congés ou qui n'ont pas été pris, ou les congés familiaux, etc. On va les mettre sur une carte. C'est comme ça qu'on m'a présenté les choses. On m'a dit c'est comme une carte vitale, ça va s'appeler ad vitam. Et sur cette carte, on va vous mettre les droits. Alors j'ai dit, mais à quoi ça sert? Alors les droits, vous voyez bien, les droits. Non, on va vous mettre on vous le présente comme des droits, mais c'est un compte, ce sont des chiffres. Et avec cette carte, on va vous dire, vous pouvez accéder à ceci, à ceci, à cela. Mais je dis, mais pourquoi vous avez besoin d'une carte? Vous avez déjà des administrations, vous avez déjà des choses collectives, vous avez etc. Pourquoi la carte? Alors, on m'a dit, non, c'est pour vous la carte. Vous n'aurez pas besoin de la montrer. Ouais. C'est à l'inverse de la carte vitale qui est gérée par l'administration. La carte, elle sera gérée par vous. Ah bon? Je dis, mais comment vous allez faire avec les employeurs? Alors, on m'a dit, non, on a mis une clause. Les employeurs n'ont pas le droit de la demander. J'ai dit, de vous la demander, c'est-à-dire de vous demander de la demander. J'ai dit, heureusement. Parce que sinon, ça devient le livret ouvrier du 19e siècle, où vous montrez, avant que Napoléon ne l'interdise, en 1856, toute votre carrière et tous vos droits. Et deuxièmement, alors imaginez quand même l'entretien d'embauche. Montrez-moi votre carte d'activité. Ah ben non, monsieur l'employeur, vous n'avez pas le droit de me la demander. Vous n'êtes pas embauché. Mais si vous la montrez, il va y avoir, je ne sais pas, 100 heures compte épargne-temps. Le gars, il va dire, mais c'est pas à moi de payer les heures qui ont été obtenues dans l'entreprise précédente. Donc il ne vous prend pas non plus. À tel point que c'est pour ça que Valls a retiré le compte épargne-temps du CPA avant-hier. Parce qu'ils n'avaient pas vu ça, qu'une entreprise n'allait pas honorer ce qui était acquis par une autre entreprise. Mais ça va être un peu pareil partout, par le compte formation. On va passer, pour ceux qui n'ont pas du tout de formation, 250 heures sur 43 ans, à 400 heures sur 43 ans. Mais si c'est marqué sur la carte, monsieur l'employeur, j'ai 400 heures, j'en trouve un qui a pas 400 heures. Ensuite, après, j'ai plus de droits déchargeables au chômage. Alors, si vous avez des droits déchargeables au chômage, le gars il est capable de vous dire « continue, puis je m'occupe de toi ». Ou il est capable de dire « il n'est pas tout à fait fiable, il a passé trop de temps au chômage ». Et ensuite, après, il y a un détail sur cette carte. C'est qu'elle est exigée aussi par l'Europe, c'est-à-dire que pour les salariés détachés, pour pas qu'on puisse trop trafiquer, or ce n'est qu'un trafic en fait, sur leurs cotisations sociales et qu'on puisse les identifier. Mais qu'est-ce qui va contrôler cette carte? L'inspection du travail, sûrement pas. On est 1800 pour 1 200 000 entreprises, c'est pas nous. La police, sûrement pas. Donc qui va contrôler les travailleurs détachés qui arrivent, ils sont 450 000 en France? Les patrons. Comment ils vont la contrôler? Avec cette carte. Donc je vais donc vous dire que quelque part, on a une forme de nouveau livret ouvrier. C'est-à-dire ça n'est pas un atout pour le salarié de se balader avec cette carte, c'est une menace. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'il ait des droits collectifs avec des conventions collectives et avec des organisations syndicales qui vérifient qu'il n'y a pas de tri à l'embauche que d'avoir une carte qui permet un tri à l'embauche. Parce qu'en fait, les employeurs nous font toute une scène avec le MEDEF. Ils nous ont dit qu'il faut nous permettre de licencier facilement. En gros, entre nous, à quoi ça sert le licencier facilement? À licencier facilement, à rien d'autre. Bon. Et maintenant, ils vous disent, vous allez avoir une carte personnelle, et peut-être on va pouvoir vous trier facilement à l'embauche. J'entendais ce matin dans une radio un employeur qui disait quand même, je ne suis pas fiable, il faudrait que j'ai des gens bien sérieux, comment je peux faire pour qu'ils soient adaptés, etc., etc. Mais la carte personnelle va y arriver.
c'est plus des droits, c'est un compte piégé d'assistés. Alors, pour suppléer ce qui aura été enlevé au droit collectif du salariat, et ce qui aura été enlevé du Code du travail, ce qui aura été enlevé des accords de branche. On vous a bien compris. Sur ces redoutables objections pratiques de Gérard Filoche, est-ce que vous avez quelque chose... Parler des gens comme d'assistés... Peut-être qu'ils reprennent un peu... Parce que je veux qu'ils aient des vrais droits dans leur entreprise, gagnés par leurs syndicats, protégés par leurs délégués du personnel, leur comité d'entreprise et leurs délégués. Sur l'enjeu, il y a un enjeu de protection des données qui est évident. Alors je ne sais pas si, effectivement, si ça prend la forme d'une carte, à mon avis, déjà, il y a quand même un enjeu qu'on peut pas nier de lisibilité des droits. Très honnêtement, aujourd'hui, quand vous avez un parcours discontinu, que vous dépendez d'organismes différents, que vous switchez d'un job à l'autre, c'est quand même très très compliqué. Vous savez que le non-recours aux droits est quand même un problème massif en France. La moitié des RSA ne le demande pas, et le RSA activité, c'est 70%. Ne sont pas indemnisés. Et c'est 70% sur le RSA activité des gens qui sont éligibles qui ne le demandent pas, parce qu'ils ne le savent pas. Très honnêtement, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de mes droits à la formation, de ce qui me reste, enfin, je n'en sais rien. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de mettre en place quelque chose qui va permettre de fliquer les travailleurs et de pouvoir les mettre à nu devant l'employeur. Ça peut être d'autre qu'une carte. Parce que la carte, on vient de voir que oui, ça pose quand même des légers problèmes. Franchement, la forme que ça prendra, je ne sais pas, mais si vous avez un compte et un outil, une espèce de plateforme qui vous permet de voir ça, vous n'avez pas, enfin, a priori, vous n'avez pas, on peut faire en sorte que vous n'ayez pas... Ça va être la même chose. L'employeur ne demandera pas au candidat de regarder sa carte, mais il lui demandera de lui faire une ouverture sur la plateforme pour voir les données sur la plateforme. C'est exactement la même chose. Vous allez donner vos identifiants. On ne pourrait pas dire la même chose avec vos identifiants Pôle emploi et compagnie. Enfin, je ne suis pas obligé de tout donner à mon employeur aujourd'hui. Je pense quand même qu'il y a cet enjeu de lisibilité pour les travailleurs eux-mêmes aujourd'hui. Sur la carte. Pardon ? Mais ce ne sera pas une carte. Ah si, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on m'a dit. C'est ceux qui défendent on parle souvent d'une plateforme. Ils ont déjà trouvé le nom, puisque c'est carte ad vitam. Et que le principe est à l'étude. C'est le nom officiel, oui, enfin c'est le nom qui est donné dans les textes pour ça. J'ai eu les rapporteurs qui m'ont défendu ça de cette façon. Il y a quand même plein de documents que je n'ai pas à fournir à mon employeur, même en entretien d'embauche, même en contexte de... Qu'est-ce qui fait qu'on serait obligé de la donner ? Simplement, dans le bâtiment, 1 100 000 ouvriers, 450 000 détachés, dont 250 000 dans le bâtiment. Comment on va les contrôler, qui sont en règle, qui sont avec ça ? Et qui va le faire ? Le patron. C'est le livret ouvrier du 19e siècle. Oui, sur cette question du portail, de la carte... du support matériel. Voilà, du portail, de la carte. Pour l'instant, le CPA, on ne l'a peut-être pas dit de manière suffisamment claire, mais pour l'instant, le CPA tel qu'il est inscrit dans le projet de loi ne sont pas des droits nouveaux, c'est une sorte de réceptacle d'ensemblier seulement du compte personnel de formation et du compte pénibilité. Un ensemblier, ça c'est joli ça. C'est ni une carte ni un portail, c'est un ensemblier. Non mais pour l'instant le CPA c'est un nom, ça ne crée pas de droit nouveau. Un des enjeux dont s'est emparé le gouvernement de manière, c'est la question du non-recours, effectivement. Et du non-recours au droit. Et de dire, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas recours à leurs droits et... Comment est-ce qu'on lutte contre ça ? Donc on peut poser la question de savoir s'ils ont vraiment envie de lutter contre le non-recours, parce que l'avantage du non-recours, c'est que ça fait faire des économies aussi. Mais bon. Et on a l'impression que la solution apportée au non-recours, ça va être quelque chose, une plateforme numérique, peu importe. Sauf que le problème, c'est que on raisonne comme si tout le monde avait, comme si le fait que ce soit écrit sur un ordinateur ou écrit sur une feuille de papier, ça a changé les choses, et comme si tout le monde avait accès au numérique, et comme si ça simplifiait l'accès au droit, que ce soit numérique plutôt que ce soit sous format papier. Donc là, déjà, je pense que c'est assez contestable, et il y a l'enjeu énorme qui est l'enjeu de l'accompagnement. Dont on peut compter... il y a un enjeu énorme qui est celui de l'accompagnement. Et après, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les employeurs trieraient les candidats potentiels, là où il y a une chose que je ne comprends pas très bien, c'est... il me semble que c'est pas une bonne raison de ne pas donner de nouveaux droits aux gens que cet argument. C'est-à-dire que c'est comme si on disait à quelqu'un, il ne faut pas faire de congé maternité, parce que si on crée un congé maternité, alors ça va être défavorable aux femmes, parce si on prend une femme, on prend le risque. D'abord, c'est défavorable aux femmes. Mais je le sais, mais sauf qu'il faut mettre en place des systèmes de lutte contre la discrimination. Il faut se les assurer par la loi et les contrôler par droit collectif, et de permettre que l'inspection du travail ou l'organisation syndicale le contrôle. Le fait qu'il y ait tant de difficultés pour utiliser des droits individuels, c'est parce qu'ils sont individuels.
C'est parce que les gens ne sont pas dans un cadre collectif qui leur permet d'obtenir le maximum, l'optimum de ce qu'ils ont à obtenir. Et donc c'est pour ça qu'au renvoyer tout seul, le RSA, les gens ne vont pas le chercher. C'est pour ça que des chômeurs ne vont pas chercher les indemnités auxquelles ils ont droit. C'est pour ça que des gens qui croient que l'allocation, c'est pas pour eux, ne vont pas la chercher. Qu'est-ce qui marche? En général, c'est ce qui est collectif. Et c'est ça que je répondrai à Julien Bayou la prochaine fois que je le verrai, parce que la discussion me passionne, bien sûr. Ce qui marche, c'est de créer le cadre collectif qui permet ensuite d'utiliser ces droits individuels. Si vous cassez le droit collectif et que vous n'avez plus que le droit individuel, vous perdez, vous êtes tout seul avec votre carte et vous êtes fliqué. Claire Vives? Je ne comprends pas très bien parce que si vous prenez le RSA, je veux dire, je ne vois pas très bien la question de collectif et de l'individuel qui explique que les gens ne recourent pas au RSA. Moi, ça me paraît clair. Je veux dire, vous êtes tout seul, vous êtes paumé, vous ne savez pas si vous avez droit ou pas au RSA, donc vous n'allez pas le chercher. Je veux dire, voilà. Mais ça serait quoi l'aspect collectif de l'entreprise au RSA? Prenons la question des retraites que j'avais abordée tout à l'heure. Moi, je suis un peu original, on va encore me dire que je ne suis pas très bien pour les points pénibilité. Parce que les points pénibilité, c'est une situation individuelle. Si vous avez le coude gauche qui est pris, vous avez le coude droit qui est pris, puis la rotule, et on mesure et on calcule. Pareil, si ça se retrouve sur la carte, c'est pas très bon pour vous. Je suis donc pour, en fait, qu'on négocie ils appelaient ça régimes spéciaux, on n'aurait jamais dû accepter ce vocabulaire. C'était des conventions collectives, métier par métier. Les éboueurs, l'espérance de vie est à 58 ans, la retraite était à 50 ans. C'est ce qui existe, hein. Oui, je sais bien. Aujourd'hui. Mais oui, mais je critique ce système parce que le patronat a été très habile. Il a d'abord dit à certains syndicats, écoutez, on rallonge la retraite, les syndicats ont dit oui, mais si on protège la pénibilité, le patronat a dit oui, puis maintenant il dit c'est plus possible. Et en vérité, on se retrouve avec des points pénibilité qui ne remplacent pas les conventions collectives. Et les éboueurs, avec une espérance de vie à 58, ils avaient droit à la retraite à 50 ans. On ne la leur donne plus, mais alors on va leur donner des points pénibilité qui fait que celui qui sera un peu plus abîmé que l'autre pourra quand même partir. Je ne suis pas pour ces systèmes-là. Pourquoi c'est injustifié? C'est un peu des tris de l'humain au lieu des tris de la profession, du métier et de l'engagement dans lequel on est. Je crois que c'est beaucoup plus digne de prendre un métier, un corps dans une situation donnée que de mesurer le degré de destruction du corps sous la souffrance. Celui qui a survécu, celui qui n'a pas survécu, auquel on donne des points et auquel on ne donne pas des points. Et c'est pour ça que la retraite n'est pas si en danger, selon moi. Parce que tout à l'heure, on dit ça. Moi, la retraite des jeunes, s'il y a un problème pour les retraites en 2050, on peut le régler en 2049. Parce que la retraite n'est pas une épargne. Ben oui, mais oui, bien sûr. La retraite, il suffit de fixer la retraite et d'ajuster la cotisation de 0,1, 0,2, 0,3 pour garantir la prestation. Si on calcule le nombre de retraités, on fait face. C'est parce que le patronat ne veut pas. On peut le régler en 2049 pour 2050 à condition effectivement d'augmenter les cotisations de faire varier la cotisation. D'augmenter, disons les mots, d'augmenter les cotisations des cotisants. C'est la seule solution. Voilà, d'accord. Elle est bien, elle est simple. Parce que sinon, on ne fait pas ça. Puis on dit aux gens, mettez de l'argent de côté dans un fonds de pension. C'est la même chose, je vous signale. Sauf que dans le fonds de pension, c'est aléatoire, ça va au privé, tandis que si vous le faites collectivement, ça reste dans le domaine public et c'est beaucoup plus sûr. Et écoutez, si on résout le problème en 2050, on peut peut-être en 2051, s'il y a une grosse canicule en 2050, ben oui, réajuster la cotisation dans l'autre sens. Ouais. Mais je suis très raisonnable. Prions pour la canicule. Mais non, je suis très raisonnable. Et vous pouvez avoir tout ce qui arrive, une pandémie, etc. C'est-à-dire, vous calculez le nombre de retraités. Mais oui. Et bien sûr, l'année dernière, en France, on a eu 40 000 morts de plus. Il a fait très chaud et 50 000 naissances de moins. Il y a 90 000 citoyens de moins en 2015. C'était une terrible année. Bon, mais ça peut arriver là, en plein de circonstances. C'est de l'argent. Si vous ajustez le curseur de la cotisation, vous avez votre retraite garantie. Et ce qu'il faut dire aux jeunes sur la retraite, c'est qu'ils comprennent bien que la retraite n'est pas une épargne. C'est versé en temps réel de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. Par exemple, moi, je suis en retraite, vous travaillez et je vous aime. Parce que c'est en temps direct, je n'ai pas besoin de passer par une caisse d'épargne, une banque ou un fonds de pension. Alors, cette question est collective et beaucoup plus sûre. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu.